Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des études de cas économiques les plus complexes et les plus dramatiques de l'histoire moderne, celle du Venezuela. Le Venezuela n'est pas un pays pauvre par nature, c'est une nation qui repose sur les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, plus que l'Arabie Saoudite. Pendant des décennies, cette richesse souterraine a promis la prospérité. Pourtant, au cours des 10 dernières années, le pays a connu une contraction économique d'une ampleur rarement vue en dehors des zones de guerre. Comment en est-on arrivé là? Dans cette série de vidéos, nous allons mettre de côté la rhétorique politique et les idéologies. L'économie a ses propres lois, des lois aussi implacables que celles de la physique. Lorsque ces lois sont ignorées trop longtemps, la réalité finit toujours par présenter la facture. C'est ce que nous appelons le verdict économique. Cette première partie est consacrée à la compréhension des fondations. On ne peut pas comprendre l'effondrement récent sans comprendre comment l'économie vénézuélienne a été structurée bien avant la crise actuelle. Nous allons explorer l'illusion de l'abondance et le piège de la rente pétrolière. Pour comprendre le Venezuela, il faut comprendre le pétrole. Depuis sa découverte massive au début du XXe siècle, l'or noir a façonné non seulement l'économie, mais aussi la psychologie nationale. Le Venezuela est devenu l'archétype de ce que les économistes appellent un État rentier. Contrairement à un État qui tire ses revenus de la taxation de la production de ses citoyens, un État rentier tire l'essentiel de ses revenus de l'exportation d'une ressource naturelle unique. Dans les années qui ont précédé la crise, le pétrole représentait environ 95% des revenus d'exportation du Venezuela et près de la moitié des recettes fiscales du gouvernement. Imaginez une entreprise dont 95% du chiffre d'affaires dépend d'un seul client ou d'un seul produit dont le prix change violemment tous les jours. C'est la définition même de la vulnérabilité. Cette structure économique crée une dynamique très particulière. Lorsque le prix du pétrole est élevé, l'argent coule à flot. Le gouvernement dispose de ressources massives pour financer des programmes sociaux, des infrastructures et des subventions. C'est l'époque des vaches grasses où l'illusion d'une richesse infinie s'installe. Mais cette richesse facile cache un poison économique lent, la maladie hollandaise. C'est un concept économique crucial pour notre analyse. Le terme maladie hollandaise a été inventé dans les années 1970, après que les Pays-Bas ont découvert d'énormes gisements de gaz naturel. Paradoxalement, cette découverte a nui à leur économie. Voici comment cela fonctionne, et c'est exactement ce qui s'est passé au Venezuela sur une échelle beaucoup plus grande. Lorsque vous exportez massivement du pétrole et que les prix sont élevés, des quantités énormes de devises étrangères, principalement des dollars, entrent dans le pays. Pour utiliser cet argent localement, le gouvernement et les entreprises doivent convertir ces dollars en monnaie locale, le bolivar. Cette demande massive pour la monnaie locale fait augmenter sa valeur par rapport aux autres monnaies. Sur le papier, votre monnaie est forte. Et c'est là le piège. Avec une monnaie locale forte, il devient très bon marché d'importer des produits étrangers. Pourquoi fabriquer des chaussures, cultiver du riz ou produire des médicaments au Venezuela si vous pouvez les importer de Chine, du Brésil ou des États-Unis pour beaucoup moins cher, grâce à votre monnaie surévaluée? Simultanément, il devient impossible pour les producteurs vénézuéliens non pétroliers d'exporter. Leurs produits sont trop chers sur le marché international à cause de cette monnaie trop forte. Le résultat est une désindustrialisation progressive. L'agriculture locale décline, les usines ferment. L'économie tout entière devient accro aux importations bon marché. Pendant les années de boom pétrolier, le Venezuela importait presque tout ce qu'il consommait, de la nourriture aux produits technologiques. Tant que le pétrole coule à un prix élevé, le système semble fonctionner. Les étagères sont pleines, la consommation est élevée et la pauvreté diminue, grâce aux dépenses publiques financées par la rente. Mais sous la surface, l'appareil productif du pays est en train de s'atrophier. Le pays ne produit plus, il achète grâce au pétrole. Pendant la période où le baril de pétrole dépassait les $100, le Venezuela a connu une injection massive de liquidités. Comment cet argent a-t-il été géré? C'est un point clé de l'analyse économique, indépendamment de qui était au pouvoir. La théorie économique prudente suggère que lors des années de vaches grasses, un État rentier doit faire deux choses. Investir dans la diversification de l'économie pour ne plus dépendre uniquement du pétrole et placer les excédents dans un fonds souverain pour les jours difficiles. Au Venezuela, la tendance historique a été différente. Les revenus exceptionnels ont été largement utilisés pour augmenter les dépenses courantes, subventions massives, programmes sociaux étendus et expansion du secteur public. Bien que ces dépenses aient eu des effets positifs temporaires sur les indicateurs sociaux, elles ont créé des engagements financiers permanents pour l'État, basés sur un revenu temporaire et volatile. Le gouvernement a dépensé comme si le baril allait rester à $100 pour toujours. Plus inquiétant encore,
L'investissement dans l'industrie pétrolière elle-même, la poule aux œufs d'or, a commencé à souffrir. La Compagnie pétrolière nationale, PDVSA, autrefois considérée comme l'une des plus efficaces au monde, a vu ses revenus détournés vers des projets non pétroliers. Le manque d'investissement dans la maintenance et l'exploration, combiné au départ de nombreux cadres techniques expérimentés, a commencé à éroder la capacité de production du pays bien avant la crise aiguë. À la veille de 2014, le décor était planté pour une tempête parfaite. L'économie vénézuélienne était une structure massive reposant sur un seul pilier, le prix élevé du pétrole. L'agriculture et l'industrie locale étaient atrophiées par la maladie hollandaise. Le pays importait l'essentiel de sa nourriture et de ses biens de consommation. Les dépenses de l'État étaient à un niveau record, dépendantes d'un flux de trésorerie quotidien massif provenant des exportations d'or noir, et il y avait très peu d'épargne nationale pour faire face à un retournement de situation. L'illusion de l'abondance était à son apogée, mais en économie, la réalité finit toujours par reprendre ses droits. Lorsque le pilier central s'est fissuré, c'est tout l'édifice qui a commencé à vaciller. Dans la deuxième partie, nous analyserons le catalyseur de la crise et la spirale de décisions économiques qui ont transformé une récession difficile en une catastrophe hyperinflationniste. Nous avons vu dans la première partie comment l'économie vénézuélienne s'est construite sur la fondation fragile d'un prix du pétrole élevé, tout en sacrifiant sa capacité de production interne. Au milieu de l'année 2014, le marché mondial de l'énergie a basculé. En raison d'une augmentation de la production mondiale et d'un ralentissement de la demande, les prix du brut se sont effondrés. Le baril est passé de plus de 100 $ à moins de 50 $ en quelques mois, pour descendre encore plus bas en 2016. Pour le Venezuela, c'était un arrêt cardiaque économique. Du jour au lendemain, les revenus en devises du pays ont été divisés par 2, puis par 3. Face à un tel choc externe, tout gouvernement est confronté à des choix douloureux. Il faut réduire drastiquement les dépenses ou trouver d'autres sources de revenus. L'analyse économique de la période 2014-2018 montre que le Venezuela a tenté d'éviter cet ajustement brutal par une série de mécanismes qui ont fini par aggraver la crise. C'est le début de la spirale de l'effondrement. L'une des premières réactions face à la pénurie soudaine de dollars a été de renforcer un système déjà complexe, le contrôle des changes. Le gouvernement a tenté de maintenir un taux de change officiel fixe et très bas pour le bolivar par rapport au dollar. L'objectif affiché était noble, permettre l'importation de produits de première nécessité à bas prix pour protéger la population. Cependant, la réalité économique a divergé de l'intention politique. Comme le gouvernement n'avait plus assez de dollars à vendre à ce taux officiel bon marché, un marché noir gigantesque a émergé. Ce système a créé des distorsions massives. Ceux qui avaient accès aux dollars, aux taux officiels, pouvaient importer des biens pour presque rien, puis les revendre sur le marché noir avec des marges bénéficiaires astronomiques, ou simplement revendre les dollars eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage. Au lieu de protéger l'économie, le contrôle des changes est devenu un moteur de corruption et a siphonné les dernières réserves de devises du pays sans que les produits n'arrivent dans les rayons pour le consommateur moyen. Parallèlement, pour lutter contre la hausse des prix qui commençait à se faire sentir, le gouvernement a intensifié les contrôles des prix. La théorie économique de base nous enseigne que si l'on fixe le prix d'un bien en dessous de son coût de production, les producteurs cessent de le produire. C'est exactement ce qui s'est produit. Les agriculteurs et les industriels vénézuéliens, déjà affaiblis, ne pouvaient pas produire à perte. Ils ont réduit leur production ou ont fermé. La pénurie s'est installée. Les étagères des supermarchés se sont vidées non pas parce que les gens consommaient trop, mais parce qu'il n'y avait plus rien à acheter au prix fixé par l'État. Le marché noir est devenu le seul endroit où trouver des produits, mais à des prix inaccessibles pour la majorité. Face à la chute des revenus pétroliers et à l'effondrement de l'économie productive, les recettes fiscales de l'État se sont effondrées. Pourtant, le gouvernement a tenté de maintenir son niveau de dépenses élevé pour soutenir les programmes sociaux et les salaires du secteur public. Il s'est retrouvé face à un déficit budgétaire colossal, un trou béant entre ce qu'il gagnait et ce qu'il dépensait. Comment combler ce trou ? Le pays ne pouvait plus emprunter facilement sur les marchés internationaux. La solution retenue a été la plus dangereuse en économie, le financement monétaire du déficit. En termes simples, faire tourner la planche à billets. La Banque centrale du Venezuela a commencé à créer des quantités massives de bolivars pour financer les dépenses du gouvernement et de la compagnie pétrolière d'État, PDVSA. Lorsque vous augmentez massivement la quantité de monnaie en circulation, dans une économie où la quantité de biens disponibles diminue, le résultat est mécanique. La valeur de la monnaie s'effondre. Il faut de plus en plus de bolivars pour acheter le même morceau de pain. C'est le début de l'inflation, qui s'est rapidement transformée en hyperinflation. L'hyperinflation n'est pas juste une inflation très élevée, c'est un phénomène psychologique et économique distinct, où la confiance dans la monnaie disparaît totalement.
À partir de 2016 et 2017, les prix ont commencé à doubler tous les quelques mois, puis toutes les quelques semaines. En 2018, l'inflation annuelle a atteint des chiffres vertigineux, estimés par certains organismes internationaux à plus de 6000%. À ce stade, la monnaie ne remplit plus ses fonctions de base. Elle n'est plus une réserve de valeur ni une unité de compte fiable. Le comportement des citoyens change radicalement. Dès que les gens recevaient des bolivars, ils s'empressèrent de s'en débarrasser pour acheter n'importe quoi, de la nourriture, des biens, ou surtout des dollars, avant que l'argent ne perde encore de sa valeur. En économie, on dit que la vitesse de circulation de la monnaie explose. Ce phénomène accélère encore l'inflation, créant un cercle vicieux infernal. La demande de monnaie locale s'effondre. Personne ne veut détenir de bolivars plus de quelques heures. La pénurie de billets physiques est devenue un problème logistique. Il fallait des sacs entiers de billets pour payer un simple café. Les terminaux de paiement ne pouvaient plus gérer le nombre de zéros. L'État a dû procéder à plusieurs reconversions monétaires, supprimant des zéros sur les billets pour simplifier la comptabilité, sans que cela ne règle le problème de fond, la création monétaire excessive. La période de 2014 à 2018 illustre tragiquement comment une série de réponses politiques inadaptées à un choc externe peut transformer une crise en catastrophe, en tentant de nier la réalité de la chute des revenus par des contrôles rigides et en finançant le déficit par la création monétaire. L'économie vénézuélienne est entrée dans une spirale destructrice. Le tissu productif a été achevé par les contrôles de prix, les réserves de change ont été siphonnées par l'arbitrage sur le taux de change, et la monnaie nationale a été détruite par l'hyperinflation. À la fin de cette période, le verdict économique était déjà tombé. Le modèle ne fonctionnait plus. Dans la troisième et dernière partie, nous examinerons les conséquences concrètes de cet effondrement sur le pays, et comment la réalité a forcé une adaptation brutale, y compris une dollarisation que le gouvernement n'avait jamais souhaitée. Nous avons analysé les racines structurelles de la crise et la spirale de décision qui a conduit à l'hyperinflation. Dans cette dernière partie, nous allons examiner le résultat final de ce processus. C'est ce que nous appelons le verdict économique. Ce verdict ne vient pas d'un tribunal ou d'une organisation politique. Il est le résultat tangible, mesurable et indéniable des forces économiques en action. Il se manifeste par la destruction de la richesse nationale, l'adaptation forcée de la population pour survivre, et l'émergence d'une nouvelle réalité économique qui s'est imposée au gouvernement lui-même. Il est également important de mentionner ici, pour être complet sur le plan factuel, le rôle des sanctions internationales, notamment celles imposées par les États-Unis. D'un point de vue purement économique, ces sanctions ont indéniablement aggravé la situation en limitant l'accès du Venezuela au marché financier et en compliquant ses exportations de pétrole. Cependant, les données montrent que l'effondrement de la production, la pénurie et le début de l'hyperinflation étaient déjà bien enclenchés avant les sanctions les plus sévères. Les sanctions ont agi comme un accélérateur puissant sur une économie déjà en chute libre. Le verdict se lit d'abord dans les chiffres macroéconomiques, qui sont stupéfiants. Entre 2013 et 2021, on estime que l'économie vénézuélienne s'est contractée de plus de 75%. Pour mettre cela en perspective, c'est une chute plus brutale que celle des États-Unis pendant la Grande Dépression des années 1930 ou que celle de nombreux pays en temps de guerre civile. Les 3/4 de la richesse produite annuellement par le pays se sont volatilisés. La production pétrolière, le cœur du système, s'est effondrée. Faute d'investissement, de maintenance, et pénalisée par les sanctions, la production est passée de près de 3 millions de barils par jour à un point bas sous les 500 000 barils certains mois. L'État rentier n'avait plus de rente. La conséquence la plus directe pour la population a été la destruction des salaires et de l'épargne. L'hyperinflation a rendu les salaires en bolivars littéralement sans valeur. À certains moments, le salaire minimum mensuel officiel ne suffisait même pas à acheter une boîte d'œufs. Des décennies d'économie de la classe moyenne ont été anéanties en quelques mois. L'indicateur le plus tragique de cet échec économique est la migration massive. Plus de 7 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays selon l'ONU. Bien que les motivations soient multiples, la cause première pour l'immense majorité est économique, l'impossibilité de nourrir sa famille avec un salaire local. C'est un vote avec les pieds, un verdict accablant sur la viabilité de l'économie nationale. L'aspect le plus fascinant du verdict économique est peut-être la façon dont la société a réagi pour ne pas mourir de faim. Face à la disparition de la monnaie nationale, l'économie n'a pas cessé de fonctionner. Elle s'est adaptée. Le vide laissé par le bolivar a été rempli par la monnaie de référence mondiale, le dollar américain. Ce processus n'a pas été décrété par le gouvernement. Au contraire, pendant des années, l'utilisation du dollar était illégale et réprimée. C'est une dollarisation de facto, spontanée, venant de la base. Les gens ont commencé à utiliser des dollars pour les transactions quotidiennes, simplement parce que c'était le seul moyen de fixer des prix stables et de commercer. Du vendeur de rue au médecin, les prix se sont affichés en billets verts.
Face à l'évidence, le gouvernement a dû finalement capituler devant la réalité du marché. À partir de 2019, les contrôles ont été assouplis. Le gouvernement a tacitement autorisé l'usage du dollar, a cessé de contrôler les prix de manière aussi stricte et a permis au secteur privé d'importer directement avec ses propres devises. C'était un aveu d'échec implicite du modèle précédent. L'économie avait besoin de la monnaie de l'ennemi idéologique pour éviter l'arrêt total. Cette libéralisation forcée et chaotique a permis un certain réapprovisionnement des magasins. Les pénuries aiguës de 2016-2017 ont laissé place à des étagères pleines, mais à des prix internationaux, en dollars, inaccessibles pour ceux qui n'en gagnent pas. Aujourd'hui, le verdict est une économie vénézuélienne profondément transformée et fracturée. Le pays est sorti de la phase la plus aiguë de l'hyperinflation grâce à une dollarisation partielle et à une réduction drastique des dépenses publiques. L'économie a même connu de légers rebonds techniques après avoir touché le fond. Mais le résultat est une société à deux vitesses, marquée par des inégalités profondes et nouvelles. D'un côté, une minorité qui a accès au dollar, ceux qui travaillent pour des entreprises privées exportatrices, ceux qui reçoivent de l'argent de leur famille à l'étranger, ou ceux liés à l'économie informelle. Pour eux, la vie est chère mais possible. Des bodgones, magasins vendant des produits importés de luxe, ont fleuri dans les quartiers riches de Caracas. De l'autre côté, la majorité de la population, notamment les fonctionnaires et les retraités, qui perçoivent encore l'essentiel de leurs revenus en bolivars dévalués. Pour eux, la survie reste un défi quotidien, dépendant souvent des aides alimentaires de l'État. L'État pétrolier tout-puissant a disparu, remplacé par un État pauvre qui gère une économie de survie, fortement informelle et dollarisée. En conclusion, l'histoire économique du Venezuela de ces 20 dernières années est une démonstration brutale que les lois de l'économie ne peuvent être ignorées indéfiniment. Le verdict n'est pas politique, il était mathématique. On ne peut pas construire une prospérité durable sur la seule consommation d'une rente volatile. On ne peut pas détruire les mécanismes de prix sans créer la pénurie. On ne peut pas financer des dépenses infinies en imprimant de la monnaie sans détruire cette monnaie. L'économie vénézuélienne a rendu son verdict sur les politiques menées. Ce verdict a forcé le gouvernement, quelle que soit sa rhétorique, à accepter la réalité du marché, la nécessité d'une monnaie stable et l'importance de l'initiative privée pour assurer l'approvisionnement de base. C'est une leçon coûteuse, payée au prix fort par la population vénézuélienne.